Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, littéralement. On va examiner de façon totalement impartiale la thèse ultra provocatrice de F. Tupper Saussy, tirée de son livre Souverains du mal, ou Rulers of Evil en anglais. L'idée, regarder les symboles de la puissance américaine sous un angle complètement inédit. On a devant nous une analyse visuelle fascinante de choses que le monde entier pense connaître par cœur. Et si ces bâtiments emblématiques cachaient une toute autre histoire, celle d'une république qui, secrètement, reposerait sur des fondations impériales. C'est parti. Alors, on plonge directement dans le vif du sujet avec la grande question qui déclenche toute l'enquête de Saussy. Et si le cœur de la démocratie américaine était en fait une Nova Roma, une nouvelle Rome? C'est vraiment la clé de voûte de cette théorie. Gardons bien cette idée en tête pendant qu'on passe les preuves visuelles au peigne fin. Si l'auteur a raison, ça veut dire que les pères fondateurs ont crypté un message impérial gigantesque, là juste sous le nez de l'histoire moderne. Et pour commencer, selon la source, les parallèles géographiques et linguistiques entre la Rome antique et Washington DC ne sont absolument pas le fruit du hasard. Ce seraient de véritables plans de construction. La comparaison est quand même frappante. La géographie de la colline du Capitole, elle reflète le mythique mont Capitolin romain. Le réseau hydrologique avec l'ancien ruisseau de la ville carrément nommé Tiber Creek, un miroir parfait du fleuve Tibre. C'est fascinant d'observer comment ces fondations antiques semblent avoir été littéralement calquées sur la nouvelle capitale. Mais le détail qui tue, c'est l'étymologie même de ce centre de pouvoir. L'auteur souligne que le simple fait de baptiser un bâtiment Capitole, eh bien ça le dédie de facto au dieu suprême romain, Jupiter. Ce ne serait donc pas juste un joli mot pioché au hasard pour désigner un centre législatif. Non, selon l'analyse, c'est une invocation directe de la puissance religieuse et impériale de l'Antiquité. L'ironie est mordante quand on imagine des politiciens d'aujourd'hui débattant très sérieusement de taxes ou des budgets à l'intérieur d'un espace secrètement dédié au dieu païen de la foudre. Bon, passons de l'extérieur vers l'intérieur. Si on s'avance jusqu'au cœur même du Capitole, on tombe sur cette fresque massive peinte au plafond par Constantino Brumidi. Un détail super important soulevé par les documents, cet artiste venait directement du Vatican. Alors, quelle histoire secrète se dessine sous cet immense dôme? On va décortiquer ça étape par étape parce qu'apparemment, absolument chaque coup de pinceau porte un sens symbolique extrêmement précis. Et pour vraiment comprendre l'intention de l'œuvre, il faut d'abord regarder son titre officiel. L'apothéose de Washington. L'apothéose, ce n'est pas juste un terme artistique pompeux, c'est littéralement l'élévation d'un être humain au rang de divinité. C'est une tradition romaine antique très stricte, réservée exclusivement aux empereurs et aux héros mythologiques. Encore une fois, le contraste est fort. On applique le traitement d'un empereur absolu au président fondateur d'une jeune république démocratique. C'est vraiment une clé de lecture indispensable. Et justement, cette image illustre à merveille l'affirmation de Saussy. Sur cette fresque, George Washington n'a rien d'un simple président mortel ou d'un leader élu. Il est bel et bien divinisé dans les cieux. Il suffit d'observer le centre. Le personnage brandit une épée, adoptant exactement la posture et l'iconographie de Jupiter en personne. L'analyse met en linéaire qu'on est à des années-lumière d'une représentation républicaine classique. On assiste plutôt à une authentique scène de vénération divine, purement à la mode de la Rome antique. Ce qui est encore plus fou sur cette composition, c'est de voir le panthéon complet de dieux romains qui l'entourent, des divinités totalement réadaptées pour servir la nouvelle nation. On y trouve Minerve, Vulcain qui forge des canons industriels, Neptune pour incarner la suprématie maritime et Mercure pour le commerce. Ce n'est plus une simple leçon d'histoire peinte au plafond, c'est une allégorie où ce sont des divinités païennes qui semblent littéralement inspirer et diriger les affaires de l'État. La source insiste d'ailleurs beaucoup sur le fait que ces figures représentent un style de gouvernance fondamentalement romain. Prenons Minerve par exemple. Elle tient le faisceau de licteurs, les fameuses fasces latines. Dans l'Antiquité, c'était le symbole ultime du pouvoir impérial absolu sur la vie et la mort. Cette juxtaposition montre comment le concept même de liberté est ici paradoxalement associé à la guerre, et le commerce est un système contrôlé par la mythologie romaine. Ça donne l'image d'une nation fondée sur des idéaux extrêmement guerriers et impérialistes. Maintenant, si on prend un peu de recul pour grimper tout en haut du dôme du Capitole, on tombe sur cette statue emblématique qui couronne l'édifice. Un fait assez surprenant la concernant, elle a été initialement conçue à Rome. La grande question que pose le livre, c'est de savoir s'il s'agit véritablement de la bienveillante statue de la liberté que tout le monde croit connaître. Selon la thèse explorée aujourd'hui, cette silhouette majestueuse cacherait en fait une identité beaucoup plus sombre. Il faut s'accrocher, car Saussy avance que cette statue représente en réalité Perséphone, la mythique reine des enfers. Mais comment arrive-t-il à cette conclusion? Par son nom de culte romain qui est Libera. Et c'est là que le puzzle s'assemble de façon captivante. Ce mot, Libera, est linguistiquement lié au mot liberty, la liberté en anglais.
La théorie suggère donc qu'on a utilisé un habile glissement sémantique pour camoufler la redoutable souveraine du monde des morts en un symbole accueillant pour le grand public, tout en gardant sa signification occulte intacte pour les initiés. Élargissons encore notre vision pour passer à l'échelle macro, le tracé urbain de la ville tout entière. Et là, la source affirme carrément que les rues elles-mêmes forment une gigantesque géométrie occulte. Plus précisément, le quadrillage de Washington DC dessinerait un immense pentagramme inversé, dont la pointe inférieure viserait très exactement la Maison-Blanche. L'urbanisme lui-même participerait donc de manière structurelle à cette colossale machinerie symbolique cachée. Le texte propose d'ailleurs une double lecture de ce tracé urbain. D'un côté, une connexion occulte lourde de sens, le pentagramme inversé étant le symbole phare fortement associé à la figure de Baphomet. Mais de l'autre, la connexion romaine refait surface. Saussy interprète ce design géométrique, ainsi que certaines médailles liées à l'époque, comme une représentation du héros troyen Énée, l'ancêtre mythique de Rome. L'idée avancée, c'est que ces plans ont été dessinés pour n'être lus que par une poignée d'initiés, seuls capables de relier la Nouvelle République à l'héritage de la fondation romaine. Face à cette avalanche de symboles profondément romains, incrustés du sommet du dôme jusqu'au bitume des avenues, une question s'impose de toute urgence. Qui sont les architectes fantômes de cette Nova Roma sécrète? Si tout cela n'est pas qu'un énorme hasard, l'auteur explique qu'il a forcément fallu un groupe doté d'une influence colossale et de connaissances vastes pour orchestrer ça dans l'ombre, et surtout au vu et au su de tous. Et c'est ici que l'enquête pointe son doigt directement vers la Compagnie de Jésus, plus communément appelée l'Ordre des Jésuites. Le livre désigne précisément Lorenzo Ricci, le 18e supérieur général de l'ordre, comme l'esprit maître caché derrière cet empire par procuration. L'argument principal soutient que, alors que cet ordre religieux faisait face à la suppression en Europe à cette époque, il aurait opéré dans le plus grand silence pour bâtir une base de pouvoir de type romaine en Amérique via une stratégie invisible et redoutablement calculée. Pour étayer tout ça, la source met en lumière les liens géographiques étroits avec ce qu'on appelle la connexion du Maryland. Ce serait carrément le point zéro de cette Nova Roma. On y trouve de riches familles coloniales formées par les jésuites comme la famille Carroll. Et le détail qui frappe fort, c'est que les terres physiques qui ont été offertes pour ériger la colline du Capitole appartenaient en réalité à cette même puissante famille. Cela ancrerait très littéralement le projet jésuite et romain dans le sol américain. Tout le génie de cette opération reposerait sur ce que le livre appelle la stratégie de l'adaptation missionnaire. Un processus méthodique en 3 étapes. 1. On évite absolument toute attaque frontale contre la culture en place. 2. On intègre discrètement, mais parfaitement, ses propres symboles dans les structures existantes. Et 3. On camoufle les vraies significations pour que tout ait l'air familier et inoffensif. C'était la méthode parfaite pour glisser des éléments impériaux au nez d'une population de l'époque qui était majoritairement protestante, sans éveiller le moindre soupçon. Alors comment tout cela s'emboîte-t-il pour former une grande synthèse? C'est le concept ultime de la main invisible opérant en pleine lumière. On se retrouve avec une architecture romaine imposante, un art romain omniprésent avec la fameuse apothéose, et un droit civil lui aussi d'inspiration romaine. Tout ce système fonctionnerait de concert, de manière ultra fluide, confortablement camouflé derrière la façade très rassurante de la Constitution et des valeurs démocratiques américaines. On termine cette exploration avec une citation puissante tirée de la source. Le texte invite à arrêter de s'épuiser contre les illusions politiques dans l'arène pour plutôt lever les yeux vers l'architecture de l'arène elle-même. Les conquérants, rappelle le livre, peignent littéralement leur victoire sur les plafonds de nos capitaux. Ça laisse vraiment matière à réflexion, n'est-ce pas? Est-ce qu'on contemple une histoire secrète explicitement gravée dans la pierre, ou bien s'agit-il juste d'une formidable chaîne de coïncidences surinterprétée? La réponse appartient à chaque esprit curieux d'aller plus loin.